L'équipe gouvernementale est constituée, des visages sont connus. Le décret est tombé hier, 24 avril 2026. Télécom Média au cœur de l'actualité. À travers cette édition spéciale, nous décortiquons dans cette tribune les défis du nouveau gouvernement, l'acte 2 du gouvernement Makosso, en partant du nombre des ministres, profil, en passant par les défis politiques, économiques, numériques, sécuritaires, sociaux, jusqu'aux engagements du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Ce soir, dans cette édition spéciale consacrée pour vous, nous allons recevoir tour à tour des invités pour parler de chaque secteur. Je serai accompagnée de Fortuna Ngolali et Diem Sozi, tous deux journalistes à Télécom Média. Et pour en parler ce soir et pour parler de l'économie, nous recevons Meshak Ngampula, économiste. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bonsoir, Bruni. Bonsoir, Gabriel. Meshak, 41 ministres pour ce nouveau gouvernement. Le pays se dit en crise. Comment peut-on l'expliquer? Merci encore une fois pour cette invitation. C'est toujours un plaisir de partager ce plateau. 41 ministres pour ce gouvernement dans un pays en crise, ça me laisse perplexe et ça donne l'impression selon laquelle la sphère politique prédomine sur le tout en République du Congo. Parce que en tenant compte de la réalité économique du pays, 41 ministres pour un pays de 6 millions d'habitants, je trouve que le chiffre est énorme. Ça, il faut se le dire. C'est un poids de plus sur nos finances publiques. Le Congo entend poursuivre ses accords avec le FMI en tenant compte de cet engagement de prendre 41 membres du gouvernement qui va diriger durant ces 5 ans. Est-ce que le Congo ne va pas recevoir le poids même de cet engagement? Bon, déjà, le programme avec le Fonds monétaire international, le PAS, il faut le reconnaître que ce sont des mesures prises par l'institution pour permettre à ce que le pays puisse réduire ses dépenses, donc ses dépenses publiques. Et dans cette logique des choses, le nombre de l'équipe gouvernementale, naturellement, posera problème en termes de dépenses. Parce que l'objectif, c'est de réduire les dépenses publiques et réinjecter certaines ressources dans les secteurs clés, donc l'éducation et la santé. Mais paradoxalement, il faudrait encore gérer une équipe gouvernementale dont le chiffre semble exorbitant. Alors, c'est comme si on quittait un problème pour un autre. Bruni? Oui, j'aurais quelques questions à poser à notre invité, mais bien avant, pour aller dans répondre à votre question. Vous savez, en sciences politiques, je parlerai même sous le contrôle de ceux qui passeront ici, le docteur Blanc-Constant Ibarapéa et autres, une équipe gouvernementale pléthorique est souvent le signe, j'ai envie de dire, de la recherche même de partage du gâteau, de la recherche même de la satisfaction, on va dire, des questions géopolitiques et même partisanes. Ça veut dire qu'à un moment donné, on veut augmenter le nombre des ministres, pas pour des raisons d'efficacité, mais parce que, vous savez, quand le président de la République mène campagne, et même quand il est élu ou réélu, il a un contrat moral avec la population. C'est un contrat moral. Le projet de société est beaucoup plus idéaliste. Mais il doit passer dans ce qu'on appelle la réelle politique. La réelle politique, c'est quoi? C'est que finalement, dans la composition dans son gouvernement, il va tenir compte de ce que je disais tout à l'heure, de la géopolitique et même des raisons partisanes. Ça veut dire quoi? Les puissants qui l'ont accompagné et pendant cette élection, pendant la campagne, il faut donc satisfaire ceux qui l'ont accompagné, ceux qui lui ont apporté son appui. Mais il faut, comme nous le savons au Congo, où finalement, quand on nomme les cadres, il faut tenir compte de la géopolitique, et finalement, il va tenir compte de quelle autorité, quelle mise prendre dans tel ou tel département. Donc, quand on regarde la composition du gouvernement actuel, et comme disait M. Ngampula tout à l'heure, vous vous souvenez qu'en 2016, le président, en 2017, pardon, le président, sous donc le premier ministre Clément Mwamba, avait
parlait déjà de la crise économique, le pays traversait une crise économique, et il mettait en place un gouvernement qu'il avait nommé un gouvernement de combat. Et ce gouvernement était composé de 35 membres. Et alors, quand on arrive sous Colini Makosso, le dernier gouvernement avait 37 membres, et nous sommes passés de 37 à 41, alors que le pays aujourd'hui veut repartir sous la fourche codine du FMI. Donc, un pays qui est en crise et qui, en 2024, on se souvient encore, 2023-2024, le président de la République parlait de la réduction du train de vie de l'État, et qu'on se retrouve aujourd'hui avec 41 membres au sein du gouvernement. Quand on sait, M. Ngapou le disait tout à l'heure, un ministre, c'est pas seulement un salaire, un ministre, c'est tout un cabinet, un ministre, ce sont des conseillers, des attachés et tout ce qu'il faut, c'est aussi de la logistique. Alors, et je parle sous le contrôle d'un économiste qui pourrait nous donner des chiffres, mais ça va coûter énormément cher à un pays aujourd'hui qui pratiquement n'a plus d'argent et qui n'en avait plus il y a pratiquement 2 ans ou 3 ans, voire plusieurs années. Donc, on se rend compte aujourd'hui que finalement, on a l'impression d'être un peu plus ce qu'on appelle dans le paradoxe de l'austérité, où le président vous dit « faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que moi je fais ». Pourquoi? Parce que lui demande à la population d'être résiliente, la population de s'armer de patience. Mais quelque part, quand on regarde déjà dès l'entame le nombre des ministres qui composent ce gouvernement, et quand on regarde aussi les portefeuilles qui chevauchent alors qu'on veut fusionner ces portefeuilles ministériels, quand on regarde même dans les dénominations, il y a des doublons dans les dénominations, à un moment donné, on se pose la question, pourquoi autant de ministres? Est-ce qu'on a eu réellement le temps de composer ce gouvernement, ou finalement tout a été fait à la va-vite et on se retrouve aussi parfois avec des ministres qui ne devaient pas y être, mais parce que on a l'impression, on a voulu satisfaire tout le monde. Et donc, pour aller un peu plus loin, je voudrais donc savoir, avec M. Ngampula, le Congo repart vers le FMI quand même. Alors, quel peut être aujourd'hui le regard, vous qui êtes économiste, et même du FMI, quand d'un côté, le pays dit que nous n'avons pas suffisamment d'argent, puisqu'on sait qu'avec le FMI, il y a des mesures drastiques. On vous impose même des réformes structurelles. On en a vécu dans le passé qui peuvent vraiment faire mal au pays. Alors, comment expliquez-vous que dans un pays qui d'un côté repart vers le FMI après ce qu'on a vécu et qui finalement devrait réduire le train de vie en commençant par la tête de l'État, mais double, j'ai envie de dire, le nombre de ministres par rapport à la Chine, on va dire, puisque la Chine, c'est 26 ministres et 4 ministres délégués à peu près. Bon, déjà, ce paradoxe ne peut que s'expliquer dans un angle purement politique, parce que, vous savez, c'est vrai que nous sommes en programme avec le Fonds monétaire international, mais cette institution n'a pas ce droit, sinon je dirais ce privilège-là d'imposer au chef de l'État le nombre de ministres et autres, parce que là, on ne touche pas la souveraineté d'un État dans ce contexte. Donc, le président de la République a jugé bon de récompenser certains acteurs qui ont été efficaces lors de la campagne électorale. Donc là, on se trouve donc dans une approche purement politique et qui n'a rien à voir avec l'économie. Ce gouvernement, le président de la République n'a pas tenu compte de la réalité économique du pays, mais sinon que de la sphère politique. Donc, dans cet angle-là, bon, dire que... Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe, puisque le FMI va demander, comme on a déjà vu, il y a 5 ans de cela, l'augmentation du prix donc du carburant à la pompe. On a vu comment l'État s'est engagé à subventionner une partie, mais les prix ont augmenté et qui ont eu même l'impact sur le transport à Brazzaville et à Pointe-Noire. Et vous avez d'autres mesures, finalement, même aujourd'hui les étudiants n'ont pas régulièrement leur bourse. C'est aussi dû à tout cela. Mais comment, ce que je voulais savoir, comment le gouvernement qui veut réellement aller vers le FMI, qui est dans l'obligation pour sortir de cette crise, de réduire ses dépenses et même de serrer la ceinture comme on le dit terre à terre, mais augmente le nombre de ces ministres alors qu'on devrait revoir ce nombre à la hausse. Et vous le savez, vous êtes économiste, ça coûte extrêmement cher. Alors, vous nous parlez même avant ce plateau du combien est-ce que ça va coûter ces 41 ministres. Est-ce que du regard du FMI, est-ce que ça ne va pas à un moment décourager le FMI de voir d'un côté un pays qui tend la main, mais en réalité qui augmente ses dépenses? Oui, dans ce sens, dans cet angle-là, vous avez parfaitement raison, parce que il faut se le dire,
le programme avec le Fonds monétaire international, lors de la première tranche, le Congo a été exemplaire. Nous avons jusqu'à la 6e revue. Jusqu'à la 6e revue, le gouvernement Makosso, à travers ses réformes, a permis à ce que l'accord, sinon je dirais, ce partenariat avec le Fonds monétaire soit encore d'actualité jusqu'à nos jours. Maintenant, pour expliquer un peu ce paradoxe, je vous l'ai dit tantôt, quand l'homme politique décide de considérer la sphère politique au-dessus de la sphère économique, c'est la conséquence en fait. Parce que, comme je l'ai dit, ce gouvernement, on le mettait en place, on n'a pas tenu compte de la réalité économique, de la situation économique du pays. Si tel était le cas, ce gouvernement allait avoir moins de ministres que ce que nous avons pu en avoir. Donc, on ne peut pas dissocier la sphère politique à la sphère économique, mais une chose est certaine, l'image que le Congo donne, c'est que la sphère politique a plus cotée que la sphère économique. Il y a une hégémonie politique sur le droit, sur l'économie. Le droit, sur l'économie. Parce que nous visons à réduire le train de vie de l'État, à réduire les dépenses publiques, mais paradoxalement, on va vers un gouvernement qui a plus de ministres que le précédent, qui va engendrer donc, qui va encore faire saigner le trésor public, nos finances publiques. Ça peut coûter combien tout ce ministre-là par mois? Bon, si nous partons d'une hypothèse selon laquelle le ministre est payé à 10 millions, donc ça veut dire que en 2 ans, en une année, nous avons 410 millions à payer au ministre. Rien que les ministres. Pas aux membres du... Pas au cabinet. Là, on ne tient pas compte des missions et autres. Ouais. Parce que il faut reconnaître que ces ministres-là sont entretenus par l'État. Ouais. Donc, en dehors des émoluments et autres, leur logement, tout ce qu'il faut. Il y a certains engagements que l'État prend en compte. Donc, vous voyez que, voilà, c'est un point de plus pour nos finances publiques. Oui. Mais Gabriel, hein, puisqu'on est dans la même démarche, pour être simple, hein, pour abonder ce qu'il dit, ce que M. Gampoul a dit, vous savez que il y a des projets dans ce pays qui coûtent autour de 100 millions, 500 millions, 1 milliard à peu près. Je peux vous prendre l'exemple, j'en ai parlé ici, d'un projet de construction de la route qui relie, quand vous êtes arrivé à Massengo, pour ceux qui connaissent Brazzaville, dans le 9e arrondissement, le marché de Massengo jusqu'au quartier qu'on appelle Trois Poteaux, la route qui relie donc la principale, la route nationale numéro 1 à ce quartier Trois Poteaux, mais qui est vraiment très habité aujourd'hui. Selon nos enquêtes, coûterait donc cette route coûterait 1 milliard de francs CFA. Alors, quand vous prenez, comme M. Gampoul a dit, 400 millions par année pour ces 41 ministres, et donc en 2 ans, on peut donc économiser plus ou moins la moitié du projet, de montant du projet de la construction de cette route. Ça veut dire quoi? Ces économies, au lieu de dépenser 400 millions par année, ces économies, si on pouvait dépenser 200 millions, les 200 autres millions sans compter d'autres primes, des missions, je parlais tout à l'heure de la logistique et tout ce qu'il faut, des véhicules des ministres et machin, des conseillers. Et si on économise, ça peut nous permettre de résoudre des problèmes. Et vous vous souvenez que Eker est resté pendant longtemps au sol parce qu'il manquait une pièce, semble-t-il, qui coûterait 100 millions de francs CFA. Donc ça veut dire que quel que soit le montant, cet argent économisé peut permettre à résoudre des problèmes. Le CHI qui manque des médicaments, des Congolais qui n'arrivent pas à se soigner parce qu'il manquerait parfois 2-3 millions pourraient être évacués en France. On a parlé plusieurs fois sur ce plateau d'une compatriote qui avait besoin de 2 millions de francs CFA pour aller se faire opérer au Maroc. Jusqu'aujourd'hui, elle est assise au pays. Donc, vous imaginez que tout cet argent économisé peut servir à résoudre des problèmes parce que le développement d'un pays part d'abord d'une pierre avant de parler d'une grande maison. Donc, comme en Chine, ils ont commencé leur développement par des petits projets expérimentés à la base et puis petit à petit, on monte vers les grands projets. On peut pas commencer à construire les gratte-ciel si le soubassement n'est pas fondé. Donc, c'est ça le vrai problème aujourd'hui. Quand on se retrouve avec ce gouvernement pléthorique, je vous disais tout à l'heure, pratiquement avec des doublons, ça veut dire que ça vient, mais vraiment faire entorse à tous les engagements pris aujourd'hui, à la fois
j'ai envie de dire, par le président de la République qui nous appelait déjà à la résilience, parce que la situation, bien que nous la surmonterons dans quelques mois, dans quelques années, mais la situation économique et financière reste encore très difficile aujourd'hui. Le président de la République parlait lors de son investiture de son projet de société Accélérons la marche vers le développement. Monsieur Nganfoula, en tenant compte de son projet de société avec ce que nous avons comme nombre des ministres, est-ce qu'on peut accélérer vers le développement avec ce nombre? Madame Alonga, moi je suis... Mabiala. Mabiala, toutes mes excuses. Madame Mabiala, vous savez, l'homme politique ne peut qu'apporter des promesses lors d'une campagne électorale. Donc on ne va pas condamner un candidat qui prétend développer un pays à travers son projet de société. C'est son droit, Et je le dis tantôt, je le dis souvent, la sphère politique, sinon je dirais le cycle politique se diffère du cycle économique. L'homme politique, pour des raisons d'électorat, procède de cette façon à la promesse, mais est-ce que la réalité économique de son pays, la situation économique de son pays va lui permettre d'atteindre ce but? C'est ça le problème. Il ne suffit pas de dire que nous allons développer le pays. Le développement ne se décrète pas, le développement ça se travaille. Vous voyez? Donc, s'il faut suivre la logique des choses, moi, je trouve que c'est plus, on parle plus du côté politique, c'est plus des slogans politiques que la réalité des choses. Parce que vous savez que c'est pas pour décevoir. Moi, je suis de ceux qui pensent que la pauvreté n'est pas une fatalité, mais nous sommes dans un continent qui a plus de 50 pays, sinon je dirais 54. Aucun pays développé, un pays émergent qui est donc l'Afrique du Sud. Donc, parler du développement en République du Congo au moment où nous savons que nous avons encore beaucoup à faire, nous quittons peut-être la société traditionnelle pour le décollage. Je trouve que l'ambition est trop élevée. Donc, il ne s'agit pas seulement de dire que nous devrions accélérer la marche, mais il s'agit de réunir les conditions qu'il faut et avec les hommes qu'il faut pour atteindre un but donné. On ne va pas développer un pays au bout de 5 ou 10 ans. Non, ça ne se fait pas. Ouais, Gabriel, pour compléter, pardon, vous savez que on met en place une gouvernement sur la base des ambitions ou de la vision qu'on s'est tracée ou encore qu'on s'est constituée. C'est pour cela que vous verrez que dans certains pays, il y a 22 ministres. Je vous parlais de la Chine qui a plus d'1,5 milliard de la population qui n'a que 26 ministres aujourd'hui, 26 départements. Je vous parlais de ministériels. Vous arriverez en Afrique, vous verrez que le Sénégal avec Ousmane Sonko et Faye, ils n'ont que 25 ministres aujourd'hui. Pourquoi il y a, comme à Kinshasa, ils sont autour de 60 et quelques. Pourquoi on arrive à ça? Soit il y a la démographie, on tient pour les pays qui s'appuient sur la géopolitique, ils tiennent compte de tout cela, ou encore on tient compte des ambitions qu'on s'est donc assignées, la vision qu'on a pu donc mettre en place. Et donc quand on regarde aujourd'hui les priorités du Congo, vous allez vous poser la question, si les problèmes des jeunes sont résolus au niveau donc du ministère de l'Emploi, le ministère du Travail, si les problèmes des jeunes sont résolus dans le ministère, au niveau du ministère des Sports, et si ces problèmes sont résolus au niveau de la formation des PME, dites-moi, pourquoi est-ce qu'aura-t-on besoin d'un ministère à part entière de la jeunesse? On prend le cas aujourd'hui des questions des femmes. Vous allez vous rendre compte, au Congo, il n'y a pas de loi discriminatoire entre l'homme et la femme. Ça n'existe pas. Tout ce qui reste au Congo, c'est de réellement respecter l'application de loi pour permettre réellement qu'il y ait la parité. Est-ce qu'on a-t-on besoin de tout un ministère de la femme pour résoudre les problèmes des femmes quand on sait au ministère des Affaires sociales, au ministère de la Sécurité sociale, au ministère de l'Emploi et partout même le ministère de la Santé de la population, on peut résoudre tous ces problèmes. Donc vous allez vous rendre compte, dans la configuration actuelle, vous avez un ministère qui s'occupe donc que des retraités. Peut-être, comme me disait un confrère au niveau de la rédaction de Tchéléka, que finalement, c'est une manière de prendre réellement en compte les questions des retraités. Mais je ne vois pas pourquoi, si on a un ministère qui s'occupe du travail, et pourquoi est-ce que finalement, on doit avoir un ministère consacré entièrement qu'aux retraités, donc ministère de la Sécurité sociale, de la prévoyance sociale et finalement de la solidarité nationale. Alors que au niveau du ministère de la Culture,
il doit forcément avoir de la solidarité, et comme au niveau du ministère des Affaires sociales. Quand on va un peu plus loin, vous allez vous rendre compte qu'il y a le ministère donc de la promotion de la femme, de l'intégration de la femme, du développement, de l'économie informelle, puis du pacte social. Et vous avez le ministère des Affaires sociales et de l'action humanitaire, dans la solidarité, dans le pacte social qui paraît être beaucoup plus économique. Vous allez vous rendre compte que ce sont des ministères doublons. Je vous prends un autre exemple, le ministère des PME qui existe. On sait que les PME, dans les PME sont inclus également, l'entrepreneuriat et autres. Et quand on regarde ici du côté de la formation professionnelle, l'emploi et autres, vous avez l'entrepreneuriat, puisque au sein de ce ministère, vous avez FONEA, vous avez la CPC et autres. Mais pourquoi est-ce que on peut aller créer un ministère de l'entrepreneuriat? Voilà. Donc, vous vous rendez compte, au fond, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pour satisfaire, j'ai envie de dire, les hommes et les femmes qui ont pu contribuer à la réélection du président, mais c'est aussi pour conserver le pouvoir. Et le pouvoir, on le conserve avec les hommes loyaux. Le pouvoir, on le conserve avec les hommes fidèles. Donc, on peut pas aujourd'hui se permettre de s'ouvrir aux gens dont on n'a parfois pas de maîtrise quand on veut conserver le pouvoir. Et donc ça, il y aura forcément de la répercussion sur le plan économique et même, j'ai envie de dire, sur le plan culturel, parce que le regard qu'aura aujourd'hui la population congolaise vis-à-vis de ces décisions, c'est déjà une frustration qui naît petit à petit, puisque on s'attendait à une équipe beaucoup plus réduite, beaucoup plus dynamique, parce que le nombre des ministres de 41 ne signifie en rien l'efficacité. Donc, on construit, on bâtit ou encore on met en place un gouvernement selon les ambitions. Je disais les ambitions aujourd'hui, vous savez que ce sont des questions d'électricité qu'il faut stabiliser. Vous avez les questions d'eau, le problème de transport, de la digitalisation de ce pays, donc de la lutte contre la corruption, la digitalisation de l'administration. Est-ce qu'a-t-on besoin de tous ces ministères pour atteindre dans 5 ans ces priorités qui paraissent à la fois urgentes? Brony et Ngafula, la stabilité de l'économie d'un pays passerait plus ou moins par des réformes que devrait faire le ministère en charge des Finances. Merci. Le ministère des Finances doit apporter de la rigueur, s'il faut le dire comme ça. Vous savez que nous sommes dans un système traditionnel où parfois on est obligé, on constate même la mobilisation des recettes fiscales qui se fait par la main. Donc voilà. Donc il faut aujourd'hui aller vers une digitalisation pour limiter un peu les niches qui échappent à l'État. Donc il faut consolider le système financier du pays, donner au trésor public ses privilèges, parce que vous savez qu'aujourd'hui avec le GUP, l'État congolais se trouve dans cette obligation de payer 9 milliards de francs CFA par an à la banque postale, au moment où nous avons un trésor public qui est donc la caisse des caisses, sinon je dirais la banque de l'État. Donc on a comme l'impression que ceux qui évoluent au trésor sont payés pour rien, parce que comment craindre ceux qui sont recrutés par l'État, qui sont censés mobiliser les ressources, protéger, sécuriser ces ressources-là pour aller les loger donc dans une banque commerciale, même si cette banque est une banque à capital public, mais en ayant donc des partenaires privés, donc l'État perd quelque chose là-bas. Et je vous l'ai dit, c'est 9 milliards l'année. Donc aujourd'hui, il faut redonner au trésor public tout son pouvoir, aller vers le CUT, le compte unique du trésor, les recettes municipales qui ne sont plus aujourd'hui versées au trésor public doivent revenir au trésor public, et pour permettre à ce que la gestion de la trésorerie publique soit efficace. Je le disais tantôt, en amont de cette tribune que nous allons recevoir tour à tour des invités, nous aurons le plaisir de recevoir Willy Ngoyi, expert en éthique, et le docteur Blanc Constant Barapeya pour décrypter d'autres secteurs. À tout à l'heure.